Journaliste, tout court. Est un de nos grands journalistes spécialistes du climat, entre autres, et du développement durable. Il a également été le directeur de la communication et de l'information de l'ADEME. Qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà. Merci Yves. Autre domaine qui est vraiment un domaine de sa grande compétence également, c'est l'aspect politique du développement durable. Qu'est-ce que vous pensez de la COP21 ? La COP21, ce n'est pas forcément une négociation politique, c'est une négociation avec des politiques, mais sur ce qu'on vit nous, et ce qui va se passer dans le reste du monde, et ce qui va se passer aussi chez nous, mais particulièrement dans des continents qui sont les plus menacés, qui sont l'Asie et l'Afrique, et dans une moindre mesure l'Amérique latine. Mais l'Europe ne sera pas épargnée. Donc l'idée de cette négociation, c'est d'arriver à des résultats qui font qu'on puisse rester sous la barre des plus 2 degrés, sachant qu'on a déjà pris 1 degré depuis 1850, 1880, 1850, et la marge est très très étroite. Et si on ne fait rien, les 2 degrés, on les aura dépassés dans une dizaine d'années. Si on ne fait rien maintenant, tout de suite, c'est-à-dire que la COP, les décisions prises à la COP sont valables à partir de 2020. Mais c'est maintenant, entre 2015 et 2020, qu'il faut prendre des décisions et qu'il faut se bouger et faire le maximum d'énergie renouvelable. Le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, contrairement à ce que certains prétendent. De toute façon, c'est trop lourd et trop cher maintenant. Et trop dangereux. Quand tu as un pays comme le Japon, qui est un pays qui avait moins de nucléaire que nous, on est à 80% d'électricité qui vient du nucléaire, le Japon en a quand même beaucoup. Quand il y a une catastrophe comme Fukushima, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, ils sont très embêtés dans la COP parce qu'ils sont charbon, pétrole, gaz. Et voilà, ça c'est un résultat. Alors vous allez me dire, on peut démarrer tout de suite sur le charbon comme les Chinois, mais les Chinois maintenant se posent des questions. Ils ont compris à l'intérieur du pays que le danger était bien réel. Et ils font des très gros efforts, en particulier sur des énergies renouvelables, même s'ils sont encore autour de 60% de charbon, avec des gros problèmes de pollution de l'air qui ne sont pas tous dus au charbon quand même. Comment est extrait et comment est transporté le charbon en Chine ? Alors c'est un des problèmes principaux dont on parle peu quand on parle du charbon en Chine. On dit globalement le charbon en Chine, mais ce n'est pas globalement le charbon en Chine. Le charbon, il est extrait dans le nord-ouest du pays. Et l'essentiel de la population, disons les 2 tiers de la population, est dans le sud-est. Résultat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le transporter. On le transporte par train et 40% de ce qui est transporté par train en Chine, c'est du charbon. Et après, une fois qu'il est brûlé, il faut le retransporter parce qu'on ne laisse pas le charbon dans les banlieues de Pékin ou de Shanghai ou dans la mer ou ailleurs. Et ça, c'est un calcul qui n'est pas fait et eux, ils en sont très conscients. D'où l'intérêt des énergies renouvelables aussi, avec, si possible, ce qui va évoluer sur les stockages, les grands stockages et stockages de grande taille, c'est d'arriver à faire des énergies renouvelables de proximité. Ce que vous présentez ici correspond assez bien à ce genre de besoin. Sur des grands immeubles qui sont toujours avec des toits terrasses, comme chez nous, mais pas toujours à Paris par exemple, sur les toits terrasses, on peut faire énormément de solaire et déjà commencer à faire des bâtiments qui sont plus économes en énergie et qui produisent eux-mêmes leur énergie. L'idée étant de toute façon que la meilleure chose à faire, c'est d'abord d'économiser, c'est d'abord l'efficacité énergétique, c'est d'abord les économies d'énergie. Et ça, le gisement, il est important chez nous, il est énorme en Chine aussi. Yves, vous connaissez le portail des énergies de la mer, c'est un portail de veille d'information économique et financière. J'y vais tous les jours. Merci. Et bien évidemment, il donne une grande part à l'innovation et aux aspects scientifiques. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport aux recherches qui sont menées ? Est-ce que l'on mène suffisamment de recherches ? Est-ce que les chercheurs, par exemple, ont suffisamment de moyens ? Est-ce que les coopérations peuvent véritablement se développer ? Comment ça se passe ? Coopération publique-privée, par exemple. Par exemple. Ça, elles ne sont pas assez développées. En revanche, sur le plan de la technique, des technologies liées aux énergies renouvelables, elles sont déjà très avancées. On fait des éoliennes qui font entre 6 et 10 MW de puissance. C'est énorme, c'est des engins gigantesques de plus de 150 mètres de haut. Mais la technologie évolue et elle évolue vite.
Je pense quand même qu'on ne met pas assez d'argent dans la recherche et on ne met pas assez d'argent dans un aspect qui est très important sur lequel travaille beaucoup l'Allemagne, c'est le stockage. Si les énergies renouvelables, par définition, elles sont intermittentes, avec les hydroliennes, ce sera différent parce qu'il y aura du courant dans la mer tout le temps, mais les énergies aéroliques, toutes ces énergies-là, et le solaire aussi, à partir du moment où il y aura une capacité de stockage qui sera importante, une grande partie du problème sera réglée, sera résolue. Pour les scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là, ils se donnent encore une évolution sur 10 ans, mais plutôt sur plus que 10 ans. Des fois, les choses vont plus vite que ce qu'on imagine, dans les deux sens, dans le pire comme dans le meilleur. Maintenant, mais les choses évoluent vite. Et puis, comme je dis, maintenant, il y a des capacités de faire des bâtiments qui sont eux-mêmes à énergie positive. Le problème, c'est pas le neuf, le problème, c'est tout ce qui existe. En gros, en France, on fait 1% de plus de bâtiments neufs tous les ans. 1% de neuf. Ça veut dire qu'il faut combien de temps pour arriver? Et puis on ne va pas démolir les bâtiments haussmanniens qui étaient déjà là il y a un siècle ou un siècle et demi, les bâtiments très anciens d'autres villes que Paris. Ceux-là, il faut bien les adapter. Et ça, les adapter, c'est compliqué. Il y a des aides qui sont assez importantes maintenant, qui ont été relevées avec la loi sur la transition énergétique. Mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Ça, et puis les économies d'énergie. Yves, vous venez de publier un livre. Avec un confrère qui s'appelle Valérie Laramé, qui s'appelle « Menaces sur le vin, les défis du changement climatique ». Alors on me demande toujours si « Ah, tu as fait un livre sur le vin ?» Je dis non, on a fait un livre sur le changement climatique et on a pris l'exemple de la vigne. Parce qu'en fait, pour faire du vin, il vaut mieux avoir du raisin, même s'il y a certains qui essayent de s'en passer. Et à partir de ça, c'est de prendre un exemple concret qui parle aux Français. Et le vin, ça parle généralement bien en français et on explique dans ce livre, que des vins qui montent maintenant à 13,5, 14, 14,5, 15 degrés, et le 2015 va être encore plus élevé, à un moment donné, le vin, il a pris 1 degré tous les 10 ans depuis 30 ans. Le petit jaja d'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est fini. Ça. Donc il faut trouver des solutions. Il ne faut pas dire on ne boira plus de vin, il faut trouver des solutions. Il y a des endroits où il n'y aura plus de vin. Dans le centre de l'Espagne, la Mancha, ils ont plus de vin, ils n'ont plus de vignes à cause de l'eau, à cause du manque d'eau. Pas seulement de la chaleur, mais c'est l'eau qui manque. Dans d'autres régions comme les nôtres, il y a des capacités d'adaptation. Et les viticulteurs maintenant sont bien convaincus qu'il faut bouger là-dessus. Et ce qu'on écrit sur la vigne, c'est assez vrai d'une bonne partie de l'arboriculture. Et toute l'agriculture change progressivement. En France, pas très vite. On est encore sur une agriculture très intensive, très chimique. Or, juste pour comprendre la chimie sur le changement climatique, vous pouvez mettre tous les pesticides que vous voulez, ça ne servira à rien. Donc il vaut mieux passer au bio et même aux biodynamiques qui sont des solutions qui permettent à la plante de se défendre elle-même. Voilà, en gros, l'idée de ce bouquin. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la COP22 qui se passera au Maroc l'année prochaine? Il faut déjà que la COP21 se termine et qu'elle se termine bien. Je pense qu'il y aura un accord à la COP21 parce qu'il y a eu un tel traumatisme il y a 6 ans à Copenhague. Moi, j'étais à Copenhague il y a 6 ans, mais je n'ai pas suivi la COP. J'ai aidé les gens de l'ambassade de France à changer toutes leurs ampoules sur un palais du XVIIe siècle. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, mais c'est concret. Alors, maintenant, il y aura une solution. Maintenant, les 2 degrés, on sait qu'on va plutôt vers les 3 degrés que vers les 2 degrés, compte tenu des promesses des pays. Mais ces promesses des pays, est-ce que ce sont des engagements fermes ou pas? On ne sait même pas si les engagements des pays, ça figurera non pas dans l'accord, mais dans une annexe de l'accord. Tout ce qu'on sait aussi, c'est que ce ne sera pas un traité, ce ne sera pas des engagements contraignants, légalement contraignants, legally binding, comme ils disent en anglais, parce que les Américains n'en veulent pas. Ils en veulent bien sur le commerce, mais pas sur l'environnement. Et les Chinois, ils n'en veulent pas du tout. Alors ça, c'est clair, net. Les Indiens, ils en veulent encore moins. Donc, il y aura un accord. La forme juridique de l'accord, pour l'instant, on n'en sait rien.
Et ce qu'il y aura dedans, ce sera quand même des choses qui permettront à la fois de mettre, à partir de 2020, 100 milliards de dollars pour les pays les plus vulnérables. Là, ça discute beaucoup sur cet aspect-là. Ça tire dans tous les sens. Et puis, en dehors de ça, tout ce qui est capacité, aider à ce qui est capacité d'adaptation, particulièrement en Afrique. La France va faire un effort sur ce sujet-là pour aider à l'adaptation et aux énergies renouvelables. Maintenant, est-ce que ça va suffire à renverser la vapeur? J'en suis pas certain du tout. Merci.